Merci à toi d'avoir accepté Je t'en de prie, faire ce témoignage et d'être là aujourd'hui. avec plaisir. Comment tu vas et comment tu te sens? Eh ben écoute, ça va super, je me sens bien. C'est vrai que ça change un petit peu de ce que j'ai l'habitude de faire, mais voilà, comme j'ai l'habitude de dire, des fois il faut un petit peu se mettre dans des zones d'inconfort pour apprendre. Donc voilà, C'est vrai. On agrandit notre zone de confort. c'est ça, tout à fait. Euh, Qu'est-ce qui a fait que aujourd'hui tu as accepté de faire ce témoignage? Bah déjà la rencontre qu'on a eue Ouais. lors du salon, j'ai beaucoup aimé ton intervention, bah, quand on a discuté Mm. ensemble, ce que tu proposais, je trouvais ça super intéressant. Puis je sais aussi à quel point c'est dur de lancer son entreprise et puis essayer de suivre un petit peu sa passion. Et comme j'adorais, j'ai dit allez, go. Et puis je me suis dit moi aussi ça va me faire du bien, ça va me sortir de ma zone de confort. Puis il n'y a que des choses à en tirer de sympa, hein, donc go. C'est toujours au moins un bon moment. C'est ça, c'est Au sûr. pire des cas, Au au pire moins. des cas, c'est bon. Est-ce que tu peux te présenter et parler un petit peu de toi? Ouais, bah alors je m'appelle Julie, je suis thérapeute. Donc je suis installée sur Nîmes depuis maintenant. Oh, ça fait un petit moment, ça fait. J'ai fait ma fac ici, donc c'était au moins il y a 5 6 ans. Et je suis originaire avant ça de Lille. Une L'opposé. Lilloise, voilà, opposée. Comme quoi, sortir de la zone du confort, j'ai l'habitude. Ouais, c'est ça. Et après, je sais pas ce que tu aimerais savoir. Et après, sur un peu ton parcours, Mon parcours. qu'est-ce qui t'a amené jusqu'ici et à faire thérapeute? Alors, ce qui m'a amené à faire thérapeute, ça date de très 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 loin. Ouais. Ça date de mon enfance, je pense. Je me suis tout le temps intéressée un petit peu au fonctionnement humain, pourquoi on réagissait un petit peu tous de façon différente. Euh, j'ai grandi dans un contexte familial qui sortait, on va dire, un petit peu de l'ordinaire. Et donc, je me suis posé beaucoup de questions. Et j'ai très très vite cherché à lire des livres sur, euh, sur la psychologie. Alors avant ça, c'était surtout le fonctionnement neurologique. Ok. J'adorais le fonctionnement cérébral, le cerveau, c'était incroyable pour moi. Et ça l'est encore, il y a des choses qui ne changent pas. Et, hum, et donc j'ai beaucoup lu quand j'étais petite, et encore maintenant, mais c'est vrai que c'était le seul livre que je lisais, c'était ça, je n'étais pas une grande lectrice. Ok. Et puis après, bah, naturellement, j'ai été vers la psychologie. J'ai fait ma fac du coup à Nîmes. Ok. Après, j'ai fait une formation en TCC, thérapie cognitive et comportementale. Ouais. Et donc, j'ai fait des stages. Voilà, après, j'ai fait aussi un service civique. Bon, j'ai un petit peu fait plein de choses. J'ai même fait un BTS Ok. qui n'était pas du tout Dans ça. dans ce domaine-là. Non, c'était dans la gestion d'entreprise. Ok. J'ai même pas fini l'année et pourtant j'avais un bon niveau, mais je me dis c'est absolument pas moi Oui, ça te et ressemblait ça me pas. ressemble pas. Puis j'aimais pas, c'était c'était intéressant parce que bon, Mm. apprendre c'est quelque chose que j'aime faire, mais c'est vrai que c'était pas mon domaine, c'était pas moi. Ouais. Donc je suis revenue sur mes pas et puis comme j'avais pas eu le master sur Nîmes Ok. et que je voulais rester dans le territoire vis-à-vis du contexte familial, j'ai mon conjoint qui est ici aussi. Je me suis dit, bah, c'est pas grave, il y a plein de chemins qui mènent à Rome, hein. Ouais. C'est pas parce qu'il y a une opportunité une porte qui se ferme qu'il n'y en a pas d'autre qui s'ouvre. C'est vrai. Et des fois, il faut juste apprendre à les voir. Et donc, je me suis dit, allez, on va créer son auto-entreprise. Je me lance en tant que thérapeute, en libéral, et puis go. Et ça va venir. Et voilà, c'est comme ça que je suis Et aujourd'hui, arrivée. t'es là. Et aujourd'hui, je suis ici, voilà. Trop bien. Et qu'est-ce qui a fait que tu as voulu te spécialiser sur enfin, ou Au du niveau moins, des TCC. ouais. Alors déjà, la fac de Nîmes est un petit peu plus centrée sur les thérapies cognitives et Ok. comportementales. Et c'est vrai que j'ai beaucoup aimé. J'ai beaucoup aimé la théorie, la pratique, l'aide aussi que ça apporte aux personnes. On est vraiment sur une thérapie brève Mhm. qui permet d'avoir des résultats sur un court terme et surtout avoir des outils, avoir un côté un petit peu pratique où la personne, ok, on l'écoute parler, mais en plus de ça, on va lui apporter des outils pour un petit peu compléter un petit peu ce qu'on a l'habitude d'avoir dans plus les pratiques
psychanalytique, on va dire. Je trouve Ok. que c'est vraiment une thérapie qui est un peu plus concrète. D'accord. Ok. Et est-ce que tu dirais qu'il y a un moment marquant dans tout ton parcours qui a fait que ça a confirmé cette vocation, si je peux dire, parce que vu que ça remonte à loin. J'en ai eu plusieurs moments marquants, j'en ai eu Oui. même plein. Je pense que marquants, non, mais qui sont venus confirmer, oui. Ok. J'en ai eu pas mal. Alors déjà, quand je suis arrivée à la fac, c'est vrai qu'on m'a dit, ouais, la fac c'est dur, tu verras, Oui. c'est à notre rythme, c'est la théorie, donc voilà. Et je me suis dit, waouh, c'est trop bien, il y a des profs qui viennent avec une connaissance de dingue qu'ils ont eue pendant leur année, et puis leur année à la fac, qui ont ensuite développé en pratique, ils ont fait un mémoire, ils se sont spécialisés. Et ils arrivent et ils balancent ça dans un cours de 3 heures et t'es là, waouh! Ouais. J'ai adoré ce côté-là. Et puis après, j'ai aimé les stages, le Ok. côté terrain où tu te retrouves face à la personne et en même temps, t'es face à la réalité de la chose. Oui. Donc il y a le côté théorique et puis tu te dis, ah ouais, mais non, ça ne suffit pas. La théorie, Ça va il au-delà. faut savoir déjà l'appliquer. Oui. Et puis s'adapter à la situation, à la personne, à sa problématique. Parce que, en fait, la personne, elle peut avoir une problématique. Oui. Par exemple, on va donner un trouble, Oui, oui. borderline. Il y a une personne qui va l'avoir, la manifester sous le prisme de sa personnalité, de son vécu. Mhm. Et donc, cette pathologie, la même pathologie, elle va être complètement différente d'une personne à une autre. Oui. Et donc, le côté où il faut s'adapter aussi, ça, j'ai beaucoup aimé en stage, ouais. Et à chaque fois dans les stages, j'imagine que tu étais supervisée. Oui, bien sûr, ouais. Et du coup, c'était plus de l'observation où tu étais vraiment comme si tu accompagnais. Alors moi, ce qui était super j'en ai fait plusieurs de stages, Ok. mais il y en a un où j'ai vraiment pu un petit peu être vraiment en accompagnement un peu plus concret. C'était Ok. en foyer de vie, donc avec des personnes qui étaient atteintes de troubles divers et multiples. Et donc j'avais le mercredi ou le jeudi, je sais plus, ça remonte. J'étais avec donc la psychologue du foyer, Oui. où justement j'étais là plus en observation. Et après, moi j'ai voulu un petit peu complémenter le week-end. J'étais vraiment avec eux, avec les génial. avec les éducateurs, avec vraiment le Dans foyer, l'environnement. dans l'environnement, Ok. où j'assistais à tous les activités. J'étais vraiment avec les personnes et ça c'était super. Ça t'a apporté. Ouais, En ça même m'a apporté énormément. Alors ça m'a apporté aussi sur le côté connaissance psycho, mais aussi sur tellement de choses. C'est incroyable sur le côté humain, c'est vrai que c'est dingue. Est-ce que tu dirais que ton histoire personnelle appuie aujourd'hui ta pratique en tant que psychologue? Ouais, alors je pense que on n'a pas, surtout ce métier-là, on n'est pas thérapeute par hasard. Puis je C'est pense qu'il y vrai. a beaucoup de métiers où c'est comme ça, il y a un certain fil rouge. Mm. Et je pense que oui, ma vie, ça a été vraiment un vrai plus, parce que déjà, ça a fait un petit peu qui je suis, Mm. et surtout de pourquoi j'avais envie d'être thérapeute, d'être dans la relation d'aide. Et je pense que du coup, je vois les choses comme on voit tous les choses d'une certaine façon. Oui, oui. Et c'est vrai que bah oui, moi, ma vie, même si les moments difficiles, je les prends plus comme un apprentissage et je me dis, je suis contente d'avoir aussi traversé des épreuves et d'avoir été d'être la personne que je suis vis-à-vis de ces épreuves-là, Oui, grâce à celle-là. grâce à celle-là. Mm. Et je pense que oui, c'est un réel plus parce que quand je suis face à des personnes qui vivent des événements difficiles, je sais qu'il y a quelque chose derrière et il faut les aider, il faut les accompagner, que des fois il y a des nuages mais il y a toujours un soleil au-dessus et des fois il faut un petit peu dégager les nuages pour voir pas le arrêter le soleil, c'est ça. Merci. Je t'en prie. On va aller sur un peu plus sur les services, si je peux dire ça comme ça, que Ouais. tu proposes. Ok. Est-ce que tu peux en dire plus sur les différents points que tu abordes en thérapie, notamment les TCC, et à quoi ça correspond, si je peux dire concrètement? Alors concrètement c'est difficile à expliquer, Oui. tout simplement parce que les TCC ça intervient sur
énormément de problématiques, énormément de troubles. Et en fait, j'ai pas comment dire, j'ai un certain cadre où on va définir les objectifs lors de la première séance, plus l'histoire de vie, après les objectifs c'est plus vers la deuxième, troisième séance. Et c'est suite à ces objectifs, c'est suite justement aux difficultés que rencontre la personne, où finalement le reste des séances va être construit. Donc j'ai pas de construction à part ces premières séances qui sont définies, parce que ça va être vraiment très personnalisé. Moi j'essaye vraiment de m'adapter le plus possible à la personne, de personnaliser la thérapie, non seulement le fond, mais aussi la forme. Donc c'est vrai que les TCC ont ce plus où vraiment ça va brasser hyper large. On a plein d'outils, on a plein de choses pour intervenir sur énormément de problématiques. Puis moi après je complémente, je fais aussi de l'hypnose ericksonienne, donc ça me permet aussi de développer aussi d'autres champs. Mais c'est vrai que j'ai pas de structure qui sont définies pour tout le monde. Voilà, c'est vraiment, ça s'adapte. Voilà, comme je dis, d'abord on fait l'anamnèse, on fait l'histoire de la personne, pourquoi elle est ici aujourd'hui, ce qu'elle a envie de travailler. Donc suite à ça, on fait les objectifs thérapeutiques pour qu'il y ait un certain fil rouge aussi, que la personne, c'est une thérapie brève, donc le but c'est d'avoir un objectif en début de séance qu'on va aussi retravailler, qu'on va un petit peu rendre vraiment concret, observable et mesurable. Et suite à ça, on construit les séances. Et même lorsque les objectifs sont définis et qu'on a construit les séances, il y a des choses qui vont se rajouter. Par exemple, moi là, avec une des patientes que je vois actuellement, on a défini des objectifs. Et au fur et à mesure des séances, on se dit il y a quelque chose qui sont avant et qu'il va falloir justement régler pour ensuite intervenir sur la problématique principale. Donc voilà, c'est toujours c'est assez dynamique, on s'adapte, on personnalise. Et puis moi j'aime bien aussi l'accompagnement, on va dire mon petit plus, c'est que j'accompagne aussi entre les séances. C'est-à-dire que je vois la personne. On définit souvent c'est une semaine sur 2 ou toutes les semaines, ça dépend. Admettons, je la vois lundi, on se voit lundi prochain, mais entre-temps, je lui donne accès à un petit espace en ligne, un petit drive, où en fait, je vais mettre vraiment des outils dedans, où je vais dire, tu iras voir, je vais mettre de la psychoéducation. Donc, par exemple, là, je viens d'en faire un sur la rumination. Donc je lui explique ce que c'est la rumination, je lui montre des exercices justement pour éviter d'être dans la rumination. Et je le mets sur son espace, comme ça elle peut le voir, elle peut le regarder, elle peut pratiquer aussi, mettre en pratique jusqu'à ce qu'on se voit la semaine prochaine. Là on en discute. Je lui redonne aussi des petits trucs en plus, il y a un échange, ça permet vraiment d'avancer, je trouve, de façon encore plus efficace. Et la personne elle n'a pas le temps elle se sent pas abandonnée entre guillemets entre les séances, c'est-à-dire que on va travailler sur quelque chose le lundi et puis jusqu'au lundi d'après elle va avoir des outils, elle va pouvoir mettre en pratique. Puis en plus souvent j'ai l'habitude de mettre des petits exercices où c'est-à-dire là on a travaillé ça, par exemple quelqu'un qui a un faible estime de soi, dire écoute, tu vas pratiquer l'auto-bienveillance jusqu'à la semaine d'après, donc tu vas te parler de façon comme si tu étais ta meilleure amie, tu parles de façon bienveillante, vraiment je lui mets des petits exercices à faire. Et donc là pareil, on pratique même quand elle n'est pas en consultation. Ça responsabilise. C'est ça. Et je trouve que ça responsabilise, comme tu dis. Et surtout, ça permet de mettre du concret et de voir vraiment quelque chose avancer de façon beaucoup plus fluide, beaucoup plus concret, beaucoup plus... on voit des résultats beaucoup plus rapidement, je trouve, comme ça. Oui, on avait un objectif, comme tu disais. Est-ce qu'on l'a atteint? Oui, non, pourquoi? Et après, on réajuste, j'imagine. C'est ça, tout à fait, on réajuste tout le temps. Tout le temps, c'est vraiment... comme je te disais, on s'adapte, on réajuste. Et c'est vrai que ce côté-là où
où j'ai mis en place interséance, je me dis c'est vraiment super parce que il n'y a pas ce truc, ah ben on se voit lundi d'après, et entre-temps, ben, Il se passe rien. il y a eu un monde, ça se passe rien, la personne m'a dit, ben, je me suis trouvée en difficulté, j'ai eu l'impression j'ai avancé, puis là j'ai l'impression d'avoir complètement reculé en arrière vis-à-vis de plein de choses. Donc c'est vrai que en fin d'accompagnement, c'est différent, parce que la personne, elle a déjà les outils. Oui. On a déjà travaillé sur plein de choses. Alors qu'en début de séance, ben, on n'a pas encore eu énormément d'échanges, de points où on a pu travailler. Et je pense que ça réconforte aussi de savoir qu'il y a cet espace-là où on met des choses en place, où même elle peut aller retrouver les exercices, ou dire ah ben on avait travaillé ça, je me rappelle, il y a 3 semaines, mais je me rappelle plus exactement, ah ben je vais aller voir sur le drive, ah oui c'est vrai, c'était cet exercice-là qui m'avait aidé, et justement ça permet aussi de faire un rappel de ce qui a été vu pour ancrer encore de façon plus profonde, on va dire, le travail qui a été fait en amont. Oui, ça fait un appui au quotidien. Ouais. Sans que tu aies les besoins que tu sois là en permanence. En c'est fait, ça, tout à fait. Au moins, elle peut se rattacher à quelque chose en attendant c'est exactement de pouvoir ça. avoir la suite. C'est exactement ça. Puis en plus, je me aussi d'hypnose empirique-hypnosienne, hein, donc vraiment j'essaye d'avoir donc en audio. Okay. Et donc la personne, par exemple, si c'est sur une problématique, je le mets pas à tout le monde, hein, ça dépend vraiment. Comme c'est vraiment un espace personnel et personnalisé, je mets vraiment en fonction de ce que la personne a besoin, de ce qu'on a vu aussi. Je vais pas lui mettre des choses qu'on n'a pas encore vues, ça sert à rien, part à la perdre. Et donc quelqu'un, par exemple, qui a un trouble anxieux, je peux lui mettre de l'hypnose ericksonienne pour justement la mettre dans un mood entre guillemets où ça va lui permettre de réguler ses émotions et son anxiété. Okay. Est-ce que tu peux définir un petit peu plus l'hypnose ericksonienne du coup ? Alors c'est pas l'hypnose de spectacle, c'est pas aller hop tu t'endors. Presque heureusement, ça ferait peur. Ça ferait peur, ouais, il y en a qui, c'est vrai que ça peut faire peur. Mais le mot, on le stéréotype en fait. Oui, déjà. Puis je suis pas là pour faire du spectacle en séance. Hein. Le but c'est pas d'endormir quelqu'un ou lui faire le singe. Hein. C'est plus de l'amener. On n'est pas dans un moment de transe, on est dans un moment de conscience modifiée. C'est-à-dire que c'est un peu comme de la méditation profonde où la personne elle va presque se sentir endormie, mais elle est encore là. C'est-à-dire que si elle dit allez, c'est bon, on a fini. Mais c'est vrai que ça permet de... En fait, il faut savoir que le cerveau, quand il est dans cette phase-là, c'est un peu comme la phase où tu sais que tu vas t'endormir, tu es dans un sommeil un peu où tu sens que tu pars et que tu as même les bruits de ton environnement qui s'intègrent dans ton sommeil, tu vois. Alors moi, ça me le fait plutôt au réveil. Au réveil, c'est cette phase un petit peu entre le sommeil et l'éveil. Donc c'est vraiment une conscience modifiée où en fait on va mettre des ancrages. On va un peu induire des choses vis-à-vis pour que ton cerveau, en fait, il va intégrer. Alors c'est difficile à expliquer. Je vais te donner un exemple un petit peu plus concret pour expliquer. Par exemple, on a parlé de plein de choses. Attends, j'essaye de trouver des exemples différents. Quelqu'un qui veut qui essaye de se préparer à un examen. Et c'est une personne qui a des difficultés au niveau de la timidité, de la confiance en soi, etc. On peut induire justement cet état-là de relaxation, d'hypnose, pour induire des mécanismes dans son cerveau. On va lui faire imaginer aussi qu'il est en train de vivre cette expérience-là, justement, donc par exemple le fait qu'il est en train de faire un oral devant plein de monde. Le fait d'imaginer, le fait que ton cerveau il visualise, en fait ton cerveau ne sait pas faire la différence entre ce que tu imagines et ce que tu vis. Au niveau des zones cérébrales, ça active exactement les mêmes, et c'est pour ça que des fois rien que imaginer une scène,
ça va te mettre en anxiété, Oui. et pourtant il y a rien pour l'instant. Oui, il se passe rien. Il se passe rien, tu es en sécurité, tout va bien, mais presque tu vas avoir une crise de Ouais, panique, tu vas vraiment te sentir en anxiété plus. Et, et donc le fait de mettre en place cette histoire dans ta tête, de visualiser, ça va permettre à ton cerveau, ok, je l'ai eu cette situation, je l'ai vécu, même si c'est que dans ton cerveau, comme il ne fait pas la différence, c'est comme s'il l'avait réellement vécu, et du coup tu n'es plus dans l'inconnu. Et comme tu n'es plus dans l'inconnu, il y a quelque chose qui est moins stressant, parce que ce que ton cerveau déteste, c'est bien l'inconnu. Oui. Donc le fait que tu l'as déjà vécu, ça va vraiment apaiser cette tension, ça va ancrer de façon plus profonde cette confiance finalement qui va fleurir en toi, et ça va être beaucoup plus facile de passer cet oral quand tu vas le vivre. Après, ça peut aussi, l'hypnose ericksonienne, ça peut aussi intervenir sur plein de façons où on va vraiment venir en tant qu'on va s'être imagé, et donc ça va être comme une histoire qu'on va raconter, et que la personne, ça va vraiment l'aider sur différentes difficultés. Après voilà, c'est vraiment ça va être différent selon la problématique de la personne, ce qu'on a envie de faire émerger, de faire évoluer, ou justement venir apaiser. Ok. Je sais pas si c'est clair, après n'hésite Si, pas, si. c'est vrai que des Si, fois si. je parle C'est beaucoup, et même hyper moi comme clair. c'est clair dans ma tête, j'ai l'impression que... Si, c'est hyper clair, et on se rend compte que c'est plus complexe que juste dire. c'est très Enfin, complexe. l'image qu'on se fait en fait de l'hypnose. En fait. C'est très complexe, ouais. Donc oui, c'est très clair. C'est très clair, et je vois très bien. Pour résumer, c'est vivre avant le truc pour que le cerveau se dise. En fait, je l'ai déjà vécu, tout va bien se passer. C'est ça, il y a un versant, on va dire, de l'hypnose où c'est ça. Après, Ok. on peut vraiment agir sur plein de possibilités. Après, c'est vrai que l'hypnose, c'est pas, comme tu dis, que c'est un peu plus complexe. C'est pas juste une histoire qu'on va se raconter, ou qu'on va habituer le cerveau. C'est vraiment où il faut comprendre les mécanismes internes du cerveau, comment ils fonctionnent, et comment utiliser justement comment notre cerveau fonctionne pour en tirer un avantage. C'est vrai que le cerveau, il est super bien fait, mais des fois, il nous porte un petit peu défaut. Donc voilà, des fois, il faut pouvoir un petit peu remanier tout ça, un petit peu remettre les fils dans la bonne connexion, j'ai envie de dire. Et je vais prendre l'exemple, par exemple, s'il y a quelqu'un qui a vécu un trauma, est-ce que l'hypnose est un bon outil que tu peux utiliser? Alors moi je pense que pour les personnes qui ont vécu un trauma, l'outil le plus adapté, après c'est compliqué, c'est vraiment en fonction de la personne, ça va dépendre. mais ce qui est le plus utilisé et ce qui est le plus adapté, c'est le MDR. Ok, oui. C'est pas quelque chose que je fais, mais c'est vrai que c'est plus vers ça, c'est vrai que je vais rediriger vers le MDR selon le trauma. Oui, bien sûr. Après l'hypnose, oui, ça peut aussi venir en plus, en complément, remettre des ancrages un petit peu plus positifs selon le trauma. En fait, on va remettre des... après, c'est difficile parce que ça va être vraiment, ça dépend du trauma aussi. Oui, c'est ça. Chaque personne, plus selon le trauma, s'il y en a plusieurs, j'imagine qu'à chaque fois... Selon le trauma au niveau de la charge émotionnelle, selon de comment ce schéma intervient encore dans sa vie actuelle, l'histoire de la personne, du trauma. Donc voilà, il y a plein de composantes en fait qui vont se mélanger, et c'est pour ça qu'il faut énormément adapter en thérapie, parce qu'on a la personne, on a son histoire, on a le trouble, on a tellement de choses en fait que si on fait comme on a l'habitude de faire avec tous nos patients, ça va peut-être marcher sur quelques-uns, mais ça peut pas marcher avec tout le monde. Et ce qui marche avec un ne peut pas forcément marcher avec d'autres. C'est exactement ça.
Est-ce que tu dirais que, alors même si chacun est différent, etc., est-ce qu'il y a des choses en particulier qui reviennent quand même majoritairement? Qui revient, alors oui, il y a des choses qui reviennent, notamment, je pense au niveau sociétal, on va dire dans notre société actuelle, au niveau des générations aussi. Oui. Actuelle, c'est vraiment une difficulté au niveau des gestions des émotions, Ouais. au niveau de la confiance en soi. Voilà, au niveau, il y a certaines problématiques qui reviennent énormément. Alors, moi, c'est vrai que je débute dans ma pratique, donc c'est vrai que mon expérience personnelle est assez limitée parce que j'ai pas non plus énormément de patientèle. Donc, je peux pas non plus généraliser. Oui. Mais c'est vrai que ce que je vois dans mon cabinet, mais aussi de façon plus générale et plus personnelle aussi, c'est vrai qu'il y a vraiment des difficultés au niveau des gestions des émotions et des estime de soi. Ça, c'est quelque chose qui revient en masse et je pense qu'il va encore plus se compliquer, on va dire, dans l'avenir avec les réseaux sociaux, avec l'image de soi vis-à-vis de ce qu'on nous renvoie. Je veux dire, maintenant, la femme normale ou la femme de façon générale, c'est une femme refaite. Il y a moins, au niveau des réseaux sociaux, il y a moins un botox qui a été fait, ou en tout cas même l'image, même si la personne est super naturelle, la plupart du temps, elle a quand même modifié un petit peu l'image, elle a mis un filtre pour que ça rende un petit peu mieux. Et c'est vrai que la personne qui regarde ça, on est face à une image qui est super, on se dit waouh, cette femme-là, elle est extraordinaire, puis surtout que il y a l'image, il y a aussi ce qu'elle montre de sa vie. Ce qu'elle renvoie, elle est tout le temps en vacances, elle est tout le temps entourée d'amis, elle a l'air géniale, elle a l'air intelligente, elle est belle, et moi je suis nulle à côté. Et donc là, forcément, on se compare. C'est surtout, il y en a énormément de comparaisons dans notre société. Et on se compare justement. La comparaison, c'est normal. L'humain a besoin de se comparer pour évoluer, pour se dire, ah, ça c'est pas mal, ça c'est moins bien. Voilà, ça nous donne un petit peu, ça nous permet de nous situer vis-à-vis des autres. Et c'est quelque chose qui est sain. C'est pour ça qu'on l'a en nous, c'est pour ça que ça fait partie de l'humain de manière générale. On se compare. Sauf que dans notre société actuelle, se comparer, ce n'est plus sain parce qu'on se compare à quoi? On se compare à des standards hyper élevés. Qui n'est pas réel, la plupart du temps. Qui n'est pas réel, on est d'accord, les réseaux sociaux. Ça représente pas la réalité de la chose. Et du coup, forcément, ça nous impacte énormément au niveau de notre estime de soi et dans notre vie, tout simplement. Parce on peut être dans des mécanismes d'auto-sabotage. Et c'est vrai que ça c'est la maladie de notre génération, on va dire, et encore plus des générations futures. Et c'est pour ça que je dis c'est hyper important de se comparer, non aux réseaux sociaux, mais des personnes qu'on rencontre de façon de tous les jours. Et surtout, être dans la comparaison, dire « Ah, elle est mieux que moi j'ai pas ça ». En fait, ça va nous servir à quoi? À rien, à part à nous faire du mal. Il n'y a pas quelque chose qui va nous dire en fait, il faut être dans un autre point de vue, se dire waouh, cette personne est géniale, qu'est-ce qu'elle a que j'admire et qu'est-ce que moi je peux faire pour un petit peu m'en inspirer de cette personne-là. Oui, voilà, c'est pas de la comparaison, c'est mieux que, c'est plus comment elle est arrivée là en fait. Tout à fait. Et qu'est-ce que je peux faire pour moi me réapproprier et le faire avec ce que je suis. Tout à fait, c'est ça, c'est plus dans un mécanisme d'évolution personnelle que dans des mécanismes de comparaison où on va être vraiment, on va s'auto-juger, on va dire ah je suis nulle, je suis pas assez, à la place de se dire waouh cette personne elle a une super vie, ok, qu'est-ce qu'elle met en place? Ah c'est une personne qui se lève tôt, c'est une personne qui se donne les moyens, c'est une personne qui s'entoure bien dans son entourage. Et moi, qu'est-ce que je fais de ma vie de façon actuelle? Qu'est-ce que je peux mettre en place justement pour atteindre cet objectif que j'admire chez les autres? C'est plus dans une évolution personnelle, dans une dynamique en tout cas plus comme ça, qu'il faut justement que les gens ils apprennent à le voir de cette façon-là, plutôt que dans une comparaison pure et dure où on va justement s'auto-dévaloriser. Oui, je vois. C'est le mal du siècle, on va dire. Ouais, il y en a un parmi tant d'autres, mais c'est vrai que celui-ci, c'est un qui fait le plus peur parce que c'est ce qui ressort de façon... Les gens, de plus en plus, puis quand
moi la première, hein, mais c'est vrai que l'on est combien de temps sur nos téléphones? C'est un fléau. C'est un fléau. Et la plupart du temps, qu'est-ce qu'on fait sur les téléphones? Pas grand-chose de très... On scrolle, on a des comparaisons comme ça à longueur de journée, puis on n'en a pas une, on n'en a pas deux, on en a Ça, des milliers, hein. des centaines, des milliers selon notre consommation, et c'est toujours des photos choisies, des moments choisis, des personnes où, waouh, leur vie est parfaite, et c'est vrai que waouh, c'est normal que ça nous impacte, Ouais. c'est notre quotidien, donc c'est évident qu'à un moment donné, on va se prendre une claque dans la gueule, on va se dire waouh, je me sens vraiment naze. Oui, oui. Est-ce que tu aurais, alors sans citer personne ou sans rentrer dans les détails, mais par exemple un patient où tu as vu une évolution et qui t'a le plus marqué? Alors, donc, comme je viens de débuter, c'est Oui. vrai que mon expérience est un peu courte, limitante, mais... un peu courte mais c'est vrai que, alors oui, j'en ai quelques-unes où ça a été, je vais aller carrément au récent, celle que je suis actuellement, euh, elle est dans une dynamique où en fait je lui donne des outils et bam, bam, c'est à appliquer, il y a une évolution de dingue où en fait on est sur vraiment une progression parce qu'il y a vraiment, en plus d'avoir une dynamique de changement, avoir des ressources, être dans un environnement aussi qui permet l'évolution et dans un contexte, on va dire, de vie au niveau de sa situation actuelle, elle est vraiment dans une évolution de dingue. Et en fait, je lui donne des outils, elle les applique et c'est vrai que on voit un changement de dingue en peu de temps. Ouais. Et ça fait plaisir. C'est parce que c'est vrai qu'il y a des patients, on va être là. Et donc, il y a ce qui se passe en séance, il y a ce qu'ils vont appliquer dans leur vie. Et il y a aussi leur vie. Et des fois, leur vie, elle n'est pas forcément aidante. Et donc, ces personnes-là, ils arrivent tout de même quand même à une évolution, à justement avoir leur objectif atteint. Mais ils vont passer par des bas aussi. Et les bas, c'est forjateur. Attention, c'est pas... Souvent, les personnes, ils se disent... J'ai l'impression d'avoir reculé, j'ai l'impression d'avoir fait marche arrière, de tout ce qu'on a vu, j'ai l'impression que ça y est, je perds pied, alors qu'il y a une semaine, je me sentais bien, j'avais réussi à mettre tout en pratique, je voyais une évolution. Et je me dis, mais attention, ça, c'est quelque chose qui va te permettre de rebondir, c'est un apprentissage de ce que tu vis. Et puis on le vit peut-être différemment que ce qu'on l'aurait vécu avant d'avoir commencé. Déjà. Et on peut voir déjà l'évolution, même si on a l'impression de régresser. Il y a quand même une sorte d'évolution. Il y a quelque chose qui a été fait. Il y a quelque chose qui a été fait et ton cerveau il n'oublie pas et ton corps il n'oublie pas non plus. Donc réagit différemment. Et c'est comme la mémoire musculaire, tu as l'impression que tu n'as pas été à la salle pour les sportifs. Et c'est vrai que j'ai pas été à la salle toute cette semaine, je me sens nulle, je me sens flasque. Et hop, ils vont la semaine prochaine et ils ont tout récupéré parce que la mémoire est là. Et c'est un peu pareil, le cerveau, c'est un muscle finalement, il faut l'entretenir. Et c'est vrai que c'est, par exemple, même les personnes qui arrêtent de fumer, il y a la plupart du temps, il y a un moment donné où ils vont recraquer, ils vont rechuter. Et il faut savoir que cette rechute, c'est pas un échec ou un retour en arrière, ça fait partie du processus. Il est intégré dans ce processus, c'est-à-dire que cette rechute-là, ça fait partie de l'apprentissage et c'est ce qui va permettre de réussir à arrêter de fumer. Et même si on a 1, 2, 3 rechutes, le plus important, voilà, c'est ok, ça fait partie du jeu, ça fait partie de l'apprentissage. C'est pas la rechute ou c'est pas pour parler d'autres difficultés, c'est pas le fait d'avoir un coup de mou à un moment donné, c'est vraiment comment on va reprendre le dessus sur ce coup de mou pour recontinuer cette évolution, cet apprentissage, ce changement. Et en fait, c'est ce coup de pouce qu'on va mettre en élan juste après qui va être hyper bénéfique. Je dirais même plus que quelqu'un qui est de façon linéaire, plutôt stable, même si c'est génial, c'est peut-être plus facile entre guillemets pour la thérapeute et aussi pour le patient. Mais cette personne-là qui va vivre des moments de down, de rechute ou difficile, c'est eux qui vont avoir le plus de ressources internes. Okay. C'est vraiment, je pense que sur les deux dynamiques, on est vraiment sur quelque chose qui est différent, sur un apprentissage, sur une évolution, sur un accompagnement qui est différent, mais les deux
sont révélateurs et bénéfiques pour la personne, même s'il y a une rechute.